Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le Journal de l'Afrique à la une de l'actualité de ce mercredi. L'annonce en a surpris plus d'un. Le président algérien Bouteflika a décidé de remplacer son premier ministre. Abdelmadjid Tebboune a été nommé à la place d'Abdelmalek Sellal en poste depuis 2012. Ce remaniement intervient à la suite des législatives remportées début mai par le Front de Libération Nationale. Nous serons en direct d'Alger dans un instant. La situation en Côte d'Ivoire inquiète. Depuis janvier, le pays doit faire face à des crises à répétition, grève des fonctionnaires, baisse du budget, mutinerie, des problèmes qui ternissent un peu plus chaque jour l'image du pays. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Mamadou Touré. Il est le porte-parole du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti du président Ouattara. Et puis nous partirons au Nigeria à la rencontre de Mustapha Zana. Grâce à son rôle de médiateur, il a permis la libération récente de 82 lycéennes de Chibok enlevées en 2014 par Boko Haram. Il se bat aussi depuis des années grâce à sa fondation, la Fondation islamique pour un meilleur futur, pour que les orphelins aient accès à l'éducation. Reportage à suivre. L'Algérie a donc un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Abdelmadjid Tebboune. Le ministre de l'Habitat remplace Abdelmalek Sellal, qui était en poste depuis 2012. Cette décision du président algérien Abdelaziz Bouteflika intervient 20 jours après la tenue des législatives dans le pays. Pour en parler, nous retrouvons à Alger Faisal Metaoui, journaliste à El Watan. Faisal, cette nomination en fait était plutôt une surprise, hein. Oui, effectivement, même si c'était dans l'air ce changement du gouvernement, après les élections législatives du 4 mai passé, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un changement. Certains avaient prédit que Abdelmalek Sellal, qui est au gouvernement, à la tête du gouvernement depuis septembre 2012, allait continuer, mais il va partir et être remplacé par Abdelmadjid Tebboune, qui est là depuis un peu longtemps, hein, puisqu'il était ministre de l'Habitat, était en charge ces derniers temps d'un dossier très lourd, qui est le commerce extérieur, et c'est plutôt un technocrate. Donc il va gérer des dossiers, surtout que la vie de ce gouvernement est une vie très limitée puisque les élections présidentielles c'est en 2019, donc c'est un gouvernement presque de transition qui va gérer les affaires courantes pendant une année et demie. Maintenant on attendra la nomination de nouveaux ministres, probablement cela se fera la semaine prochaine et donc Abdelmadjid Tebboune probablement va continuer ce qu'a fait déjà Abdelmalek Sellal, même si sa gestion sera difficile puisque l'Algérie connaît des difficultés économiques en raison de la chute des recettes pétrolières et beaucoup de difficultés sociales également à gérer. Merci Faisal, vous étiez en direct d'Alger. En Tunisie, le nouveau gouverneur de Tataouine, nommé fin avril par les autorités, a annoncé mercredi qu'il renonçait à son poste pour raisons personnelles. Cette démission intervient alors que cette région du sud du pays a été le théâtre de heurts violents lundi qui ont entraîné la mort d'un manifestant. Les postes de la police et de la gendarmerie ont également été incendiés. Une information judiciaire a été ouverte. La situation en Côte d'Ivoire va-t-elle finir par s'apaiser? Difficile à dire. Depuis janvier, le pays fait face à des crises récurrentes. Grève des fonctionnaires, baisse du budget, mutinerie. Ils réclament le versement de primes ou la revalorisation de leur salaire. Et ces mouvements de protestation, parfois armés, ont fait jusqu'ici au moins 9 morts. Le dernier en date a eu lieu hier à Bouaké. Pour en parler, Mamadou Touré est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole adjoint du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti du président Ouattara, et secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors cette première question, la Côte d'Ivoire peut-elle se sortir de ces crises finalement à répétition qui ternissent l'image du pays? Est-ce que selon vous, votre pays est confronté finalement à une crise de valeurs? Écoutez, votre question est légitime. Je rappelais d'ailleurs à vos confrères que depuis 1990, nous avons eu une mutinerie armée en Côte d'Ivoire. Nous avons eu le coup d'État de 1999, qui était consécutif d'ailleurs à une réclamation de primes de la part de certains soldats. La transition militaire qui a été instaurée après 1999 a été le théâtre d'une déconstruction de notre armée. Cette situation ne s'est pas améliorée avec les différents régimes qui s'en sont suivis, notamment celui de Laurent Gbagbo. C'est cet héritage que le président Ouattara gère aujourd'hui. Nous avons une rébellion avec une déconfiguration de notre armée. Et aujourd'hui, beaucoup d'initiatives ont été prises depuis qu'il a aux affaires. Premièrement, mener un processus de désarmement et de mobilisation à son terme. Nous avions à peu près une soixantaine de mille d'ex-combattants, à peu près 24 000 combattants pro-FAFN, donc de la rébellion, et à peu près 25 000 combattants du groupe d'autodéfense pro-Gbagbo.
Ce processus a globalement réussi avec 91% des ex-combattants qui ont pu être démobilisés et insérés dans la vie civile, avec un résiduel de 6 000 ex-combattants donc qui restent à être insérés. Il y a aujourd'hui une loi de programmation militaire qui a été prise par le président Ouattara qui vise justement à corriger toutes les imperfections liées donc à cette déconstruction de notre armée. Il faut doter l'armée de moyens, il faut renforcer la capacité militaire donc de nos forces armées, il faut permettre donc à ces militaires, je parle de l'ensemble des militaires, d'avoir un profil de carrière et de pouvoir donc faire autre chose que l'armée s'ils décidaient un jour donc de retourner dans la vie civile. Voici autant de chantiers sur lesquels la Côte d'Ivoire est en train de travailler. Ce que nous avons subi depuis le mois de janvier, nous les considérons comme des épreuves, mais des épreuves que nous sommes en train de surmonter. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que le calme est revenu en Côte d'Ivoire et les activités économiques ont repris, les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Mais justement, vous n'avez pas peur finalement que des problèmes ressurgissent. Beaucoup de personnes ont été finalement surprises, voire choquées dans la population par cet accord qui a été conclu entre les mutins et le gouvernement. Ils n'ont pas forcément compris et certains sont même dit apparemment que c'était peut-être même un aveu de faiblesse finalement de l'État ivoirien d'avoir cédé face aux mutins. Non, sans remettre en cause ce que vous dites, ce qui a beaucoup plus choqué la population, ce sont ces tirs d'armes qui ont traumatisé la population. Il y a eu même des manifestations dans certaines villes, Korogo, Bouaké, Daloa, et les Ivoiriens ont envoyé un message très clair aux forces de l'ordre. Les Ivoiriens ont été traumatisés par cette décennie de crise et ces manifestations ont pour but de dire que nous ne voulons plus voir ça en Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez les démobilisés, ce qui s'est passé justement hier... Alors pour terminer, l'accord qui a été conclu, qui a permis de ramener donc, la paix, a été un soulagement pour tous, puisque l'essentiel était de ramener donc, la sécurité et la paix. Et par rapport aux démobilisés, vous n'avez pas peur, pareil, que ça prenne de l'ampleur finalement, parce que la situation n'est pas réglée pour le moment? En partie, je vous ai dit que le processus de démobilisation a concerné plus de 60 000 ex-combattants des deux forces, 25 000 ex-combattants proches de Gbagbo et 24 000 proches donc des forces nouvelles. Je vous dis que 91% de ces démobilisés ont pu être insérés. Il reste aujourd'hui un résiduel donc de 6 000 personnes. Aujourd'hui, le gouvernement vient de prendre des initiatives. La ministre de la Solidarité sera en charge de conduire un nouveau programme pour adresser des réponses claires aux préoccupations donc, de ces démobilisés, donc qui restent autour de 5 à 6 000 personnes. Donc on va continuer à dialoguer. Merci en tout cas. Alors, dialoguer, mais surtout, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a subi des épreuves, mais aujourd'hui, ces épreuves sont derrière nous. Il s'agit de faire en sorte que ces situations ne se produisent plus et faire en sorte que ce pays reste durablement dans la paix et de la sécurité. Merci beaucoup Mamadou Touré d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Nous en parlions hier. L'ancien ministre de la Santé éthiopien Tedros Adhanom a été élu directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Pour la première fois, un Africain va donc prendre la tête de cette puissante agence de l'ONU. Il a précisé avoir bien l'intention de la réformer. Il prendra ses fonctions le 1er juillet et succédera ainsi à Margaret Chan qui a dirigé l'institution pendant 10 ans. Qui est Tedros Adhanom? Quels sont ses projets? On fait le point avec Nicolas Germain. Le docteur Tedros Adhanom chaleureusement félicité par ses partisans. Le candidat éthiopien sera le prochain directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Mercredi, il a déclaré que sa priorité serait de développer l'assurance maladie, même dans les pays les plus pauvres. Il a aussi reconnu que l'OMS manque sérieusement de financement. Le département de collecte des fonds à l'OMS est vraiment très petit en termes de nombre de personnel et de compétences. Nous devons renforcer la capacité de ce département. Celui qui souhaite être appelé Dr Tedros a été un ministre de la Santé très respecté. C'est un spécialiste du paludisme et il est en faveur du contrôle des naissances. Mais ses détracteurs disent qu'il a dissimulé 3 épidémies de choléra, ce qu'il dément. Et surtout, des ONG et même Washington critiquent régulièrement le gouvernement éthiopien auquel il a appartenu, l'accusant de torturer des opposants et de tirer sur des centaines de manifestants. Mais en Éthiopie, beaucoup se sont réjouis de son élection. Quand j'ai vu que le docteur Tedros avait été élu, j'étais très content. C'était un candidat éthiopien et africain. Il montre que des Éthiopiens peuvent diriger des organisations internationales. L'élection du docteur Tedros a rendu les Éthiopiens fiers, mais surtout, il a rendu toute l'Afrique très fière. Le docteur Tedros va tenter d'améliorer l'image de l'OMS. L'agence a été très critiquée pour sa gestion de l'épidémie d'Ebola en 2014. Et une récente enquête de la Société de presse affirme que l'OMS dépense plus chaque année sur les voyages de ses employés que sur la lutte contre le sida et le paludisme.
Nous nous rendons maintenant au Nigeria. Samedi dernier, l'émotion était au rendez-vous. 82 lycéennes de Chibok, enlevées en 2014 par Boko Haram et récemment libérées, ont retrouvé leurs parents à Abuja. Une libération après 3 ans de captivité orchestrée notamment par Mustapha Zana. Cet avocat a mené des négociations pendant plus d'1 an avec les membres du groupe armé affilié à l'organisation État islamique. Depuis des années, il aide également les pauvres et les orphelins grâce à sa fondation, la Fondation islamique pour un meilleur futur. L'éducation pour tous demeure sa priorité. Il a d'ailleurs créé une école à Maïdougouri qui accueille des enfants d'insurgés mais aussi des soldats tombés dans la lutte contre Boko Haram. C'est un reportage de notre correspondant Moïse Gomis. Chaque semaine, ces femmes se retrouvent dans la cour de cette école de Maïdougouri. Ces mamans ont toutes au moins un enfant scolarisé dans l'établissement. Parmi elles, des veuves de soldats de l'armée nigériane, mais aussi des veuves de membres de Boko Haram. Notre rassemblement, c'est nous unir pour mieux nous entraider, mais aussi que l'on vive en paix entre nous. Quand un malheur ou la maladie frappe l'une d'entre nous, on lui rend visite et on prie pour elle. Mélanger des personnes que tout oppose, c'est le credo de Zana Mustapha. Sa fondation accueille aussi des orphelins d'insurgés islamistes. Zana Mustapha est devenu un médiateur dans la crise liée à Boko Haram. Il n'a pas hésité à rentrer dans le fief du groupe armé pour négocier la libération des otages lycéennes de Chibok. Depuis 10 ans, j'ai œuvré pour la paix dans le Borno. Pour la déradicalisation, nous la pratiquons depuis le démarrage de Boko Haram. C'est pourquoi c'était facile pour moi de m'impliquer dans la libération des jeunes filles de Chibok. Le succès de Zana Mustapha n'a pas changé sa fondation. L'éducation pour tous demeure la priorité. Cette classe a été construite à Fori, un des secteurs de Maïdougouri. Ces enfants suivent un enseignement de base tous les matins, du lundi au vendredi. Beaucoup d'entre eux vivent dans un camp de déplacés, tout près de l'école. Je veux vraiment que ces enfants deviennent de bons adultes plus tard. Ils ont tellement traversé de mauvaises choses à cause de Boko Haram. Je veux leur apprendre à lire en anglais, à écrire. Ainsi, ils pourront avoir un meilleur futur. Intégrés et éduqués pour enrayer l'influence du groupe armé islamiste, Zana Mustapha et son équipe sont persuadés de leur réussite jour après jour. Merci de votre attention. Vous retrouvez tout de suite Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct. À la Banque Postale, quand il faut refaire la cuisine ou repeindre la chambre de bébé, notre prêt travaux est toujours prêt. C'est aussi ça, être une banque citoyenne. Bénéficiez de mensualités plus légères avec un taux vraiment compétitif sur 36 mois. Appelez le 0805 503 503. La Banque Postale, banque et citoyenne. Avec l'application Western Union, c'est facile d'envoyer de l'argent d'ici, de là-bas ou de n'importe où. Et encore mieux, vos frais de transfert à partir de 2,90 €. Téléchargez l'application dès maintenant. Western Union, le transfert d'argent fait sa révolution. Trouvez le vol qu'il vous faut sur kayak.fr. Les assemblées annuelles 2017 du groupe de la Banque africaine de développement se tiendront du 22 au 26 mai à Ahmedabad en Inde. Le thème des rencontres sera « Transformer l'agriculture, créer de la richesse en Afrique ». Chefs d'État et ministres se joindront à quelques 5000 délégués du secteur public et privé d'Afrique, de l'Inde et du monde entier. Partagez notre vision pour libérer le potentiel de l'Afrique. Il est 22h à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous regardez Paris Direct évidemment. Les enquêteurs britanniques sont de plus en plus persuadés que le terroriste a été appuyé par une cellule. Il y a eu plusieurs arrestations en Angleterre mais aussi en Libye, pays d'origine de la famille du suspect. Son père et son frère y ont été interpellés. Donald Trump est à présent à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN. Demain, le président américain était avant cela au Vatican où il a rencontré le pape François. Il a beaucoup été question de la paix. Donald Trump s'est dit inspiré par cette rencontre.
Taïwan s'apprête à légaliser le mariage homosexuel. Ce serait une première en Asie. Le pays a toujours été aux avant-gardes sur ce sujet dans la région. La justice a donné 2 ans au gouvernement pour rectifier la loi. Les arrestations se succèdent après l'attentat du Manchester Arena. Le père et le frère du suspect ont été arrêtés en Libye, ce qui porte à 5 le nombre total des arrestations liées à cette enquête. Selon le chef de la police de Manchester, le kamikaze faisait partie d'un réseau plus large. Laure Wagner. Des soldats de l'armée britannique déployés devant Westminster en renfort de la police. Au total, plus de 5000 soldats pourront être déployés sur tout le territoire dans le cadre de l'opération Tempéraire, une mesure exceptionnelle comparable à l'opération Sentinelle en France, déclenchée par la première ministre Theresa May ce mardi. À cela s'ajoute le relèvement du niveau d'alerte de grave à critique, une première depuis 2007. C'était une attaque terrible et barbare. Donc jusqu'à ce qu'on puisse être assuré qu'il n'y a aucune autre activité terroriste en cours, et que tout est sécurisé autour de cette opération, il est important que nous restions à ce niveau d'alerte accrue. Le kamikaze Salman Abedi, un étudiant britannique de 22 ans d'origine libyenne, était connu des services de renseignement. Selon les autorités, il n'aurait pas agi seul. Je pense qu'il est très clair qu'il s'agit d'un réseau sur lequel nous enquêtons et comme je l'ai dit, l'enquête se poursuit activement. Des investigations approfondies sont en cours et des opérations se déroulent à travers l'agglomération du Grand Manchester. Les investigations se poursuivent notamment autour de cette mosquée où Salman Abedi avait l'habitude de se rendre avec son frère. Les responsables religieux ont fait part de leur choc après la révélation de l'identité du suspect. Cette attaque est la plus meurtrière sur le sol britannique depuis les attentats qui ont frappé le métro de Londres en 2005. Et ce soir, une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi du match de la finale de la Ligue Europa à Stockholm. Une finale très particulière puisqu'elle oppose Manchester à l'Ajax Amsterdam. Donc, et les Mancuniens ont évidemment voulu marquer le début de ce match avec ce moment de recueillement en hommage donc aux 22 victimes. Après cette attaque à Manchester, Emmanuel Macron souhaite que l'état d'urgence en France soit prolongé jusqu'au 1er novembre, une décision critiquée par la Ligue des droits de l'homme. Cet état en principe d'exception dans lequel se trouve le pays depuis fin 2015 arrive à échéance le 15 juillet. Alors pour prolonger notre réflexion, j'accueille sur ce plateau Shems Akrouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du renseignement, l'auteur de Daesh et Al-Qaïda, le risque terroriste en France. Je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension. Alors nous allons revenir sur cette prolongation donc de l'état d'urgence en France dans un instant avec vous. Mais avant cela, je voudrais qu'on s'arrête sur les événements de Manchester, puisqu'il y a eu pas mal d'interpellations aujourd'hui, que ce soit en Angleterre et en Libye, pays d'où est originaire donc la famille du kamikaze. De plus en plus, les forces de l'ordre, les enquêteurs ont l'impression qu'il y avait forcément une cellule derrière pour l'aider à fomenter cette opération. On sait que l'État islamique a revendiqué cette attaque. Cela laisse entendre que l'EI est capable encore d'orchestrer des attaques en Occident. Oui, tout à fait. Même si l'enquête est en cours et que les arrestations peuvent être logiques du fait de la proximité familiale et des gens qui peuvent être dans l'environnement du kamikaze, donc on ne peut pas actuellement affirmer les liens et qu'est-ce qu'ils ont amené de la logistique, de l'aide, ou tout simplement si c'était des gens qui étaient aussi membres de l'État islamique. Mais effectivement, les enquêteurs vont pouvoir travailler maintenant avec un temps beaucoup plus long que celui de juste après l'attentat et pouvoir peut-être voir qui lui a fourni cet explosif. Est-ce qu'on l'a déposé sur place? Donc les services de renseignement britanniques vont travailler sur la téléphonie mobile, les échanges de mails, voir où c'est qu'il a été positionné, s'il a été géolocalisé. Donc ces éléments-là vont leur permettre d'être plus fins dans l'analyse et déterminer les éventuelles complicités. Parce que ces derniers temps, on avait l'impression que le groupe État islamique ne fomentait plus d'attentats directement sur le territoire européen, mais avait plutôt laissé l'initiative à des personnalités terroristes sur place d'agir elles-mêmes. Alors il y a des gens qui peuvent être en lien avec des recruteurs qui ne sont pas forcément eux-mêmes en lien avec l'État islamique. Donc c'est difficile, vous avez plusieurs cas de figure.
Vous avez l'individu qui n'a aucun lien et ce qu'on appelle le copycat qui va agir de sa propre initiative pour des problématiques qui le concernent. Vous avez le B, individu faible, qui a été recruté, manipulé et qui est en lien avec des recruteurs. Et le A, qui a été formé, lui, en Syrie ou en Irak, qui a une vraie expertise et qui, lui, peut organiser autour de lui d'autres recrutements et qui, lui, a une vraie capacité opérationnelle. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas la possibilité de neutraliser d'éventuels donneurs d'ordre là-bas ou alors les stopper sur les vecteurs d'information. C'est très difficile. Justement, donc l'état d'urgence pourrait être prolongé en France. Est-ce que c'est un état d'exception qui est voué à devenir permanent? C'est un enjeu politique pour le nouveau président qui vient d'être élu. Imaginons qu'il décrète de l'enlever et que dans la foulée, on a un attentat. Tout le monde dirait que ça a été une responsabilité irrationnelle. Donc je pense qu'il est dans une continuité pour permettre justement, grâce à cet état d'urgence, de pouvoir mener des investigations, faire, je le rappelle, des perquisitions à n'importe quelle heure et renforcer certains pouvoirs des préfets et des policiers. Donc c'est une suite totalement logique, tout le monde s'y attendait. Oui, mais il n'y a pas de mécanisme, d'autres mécanismes qui permettraient justement de retrouver un état normal, un fonctionnement normal, avec une surveillance en revanche spécifique sur ce type de menaces. Alors les législateurs vont débattre, on va essayer peut-être de trouver des nouvelles lois qui vont permettre aux enquêteurs de disposer... Ça fait 17 mois déjà qu'il y a l'état d'urgence, ça fait 17 mois qu'on peut y penser, non? Oui, mais ça fait 17 mois qu'on est sous la menace terroriste. Donc je pense que l'arbitrage entre déroger à certaines règles vis-à-vis de certains individus qui peuvent subir justement des arrestations ou des perquisitions et le risque pour nos enfants de subir un attentat, l'arbitrage il est vite fait. D'où la mise en place d'une cellule de renseignement souhaitée par Emmanuel Macron. Alors, elle consisterait en quoi? Alors effectivement, on a entendu dire qu'il voulait créer une task force. On ne sait pas trop si elle va être opérative, si elle va faire de la coordination. C'est les dernières déclarations dans les dernières 24 heures. C'est plus un centre, une commission nationale du renseignement beaucoup plus forte, plus musclée. Je rappelle qu'aux États-Unis, sur l'équivalent de notre CNR, ils ont le Homeland Security qui regroupe 22 agences de renseignement avec 50 milliards de budget. Donc on est encore loin de ce qu'on pourrait faire en termes de réciprocité. Mais en tout cas, c'est peut-être une bonne mesure pour pouvoir travailler sur le fond, coordonner toutes les agences de renseignement françaises et peut-être être plus pertinent dans la détection et la neutralisation de ces groupuscules terroristes. Je vous remercie beaucoup, Chem Sakrouf, d'être venu sur ce plateau pour nous livrer tous ces éléments de réflexion. Merci à vous. Emmanuel Macron, qui avait veillé à ce que ses ministres soient irréprochables, notamment parce que le président prépare un projet de loi de moralisation de la vie publique, mais le Canard enchaîné laisse entendre que ce n'est pas le cas de Richard Ferrand, ministre de la cohésion des territoires. Selon le quotidien satirique, à l'époque directeur des mutuelles de Bretagne, Richard Ferrand a loué ses locaux commerciaux à sa compagne, et cela crée la suspicion dans un contexte de suspicion, pour reprendre les mots du porte-parole du gouvernement. Sous ces airs très autoritaires, Donald Trump serait-il porteur de paix? Le président américain a une nouvelle fois lancé un appel à la paix, donc aux côtés du pape François, lors d'une visite au Vatican. Je cite Donald Trump: « Je quitte le Vatican pour plus déterminé que jamais à œuvrer pour la paix dans notre monde. » Reste un point de discorde entre les deux hommes, les barrières à l'immigration mises en place par le président. Donald Trump est ce soir à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN demain. Laure Wagner. C'est l'opportunité pour l'OTAN de prouver qu'elle n'est pas obsolète. Le président américain Donald Trump doit rencontrer ses homologues de l'Alliance Atlantique pour un sommet à Bruxelles ce jeudi. Au programme, le financement de l'OTAN, mais aussi son rôle dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique. J'ai dit que c'était obsolète. Ce n'est plus obsolète. J'espère que l'OTAN jouera un rôle important en soutenant nos partenaires irakiens dans leur combat contre l'organisation de l'État islamique. L'OTAN inaugure son nouveau siège à Bruxelles ce mercredi. Un projet gigantesque dont les travaux ont duré 10 ans et coûté plus d'1 milliard d'euros. Donald Trump estime que la contribution financière des Américains est trop importante. Le président américain a demandé à plusieurs reprises aux Européens de partager le fardeau. L'Union européenne a promis de regrouper des fonds publics pour financer des projets militaires conjoints. Mais les pays membres ont émis leurs doutes concernant les liens supposés de la nouvelle administration américaine avec la Russie. Nous aimerions pouvoir travailler avec une administration américaine solide et stable. Et le fait d'avoir l'impression qu'elle est actuellement embourbée dans cette histoire russe donne un sentiment de fragilité et d'incertitude. Ce n'est pas un aspect très positif des événements.
Ce sommet sera aussi l'occasion pour le président américain de rencontrer le nouveau président français Emmanuel Macron et de revoir la chancelière allemande Angela Merkel après une première entrevue tendue à la Maison-Blanche en mars dernier. Un attentat suicide à Jakarta, la capitale indonésienne. Un terminal de bus très fréquenté a été la cible. Le kamikaze est mort, tuant avec lui un policier. L'Indonésie est un pays à majorité musulmane qui s'est lancé dans la lutte contre les extrémistes islamistes. Mais le groupe État islamique est parvenu ces derniers temps à remobiliser la frange extrémiste indonésienne. La loi martiale pourrait être étendue à tout le territoire philippin. Pour l'instant, seul le sud est concerné. Des islamistes qui ont prêté allégeance au groupe État islamique, qui ont décapité un responsable de la police. Ils ont aussi pris un prêtre en otage. Les soldats contrôlent les véhicules un à un au checkpoint. La présence policière a augmenté de manière visible sur les routes de Mindanao. L'ordre vient du président Rodrigo Duterte, adepte de la méthode forte, qui a décrété la loi martiale pour la grande île du sud des Philippines. Le gouvernement doit mettre un terme à cela. On ne peut pas jouer avec le groupe État islamique parce qu'ils sont partout. Je pourrais décider d'étendre la zone de loi martiale aux Visayas, car ces îles sont très proches. Mardi, le groupe combattant Maote a attaqué Marawi sur l'île de Mindanao, tuant des membres des forces de l'ordre, mais aussi des civils. Les islamistes ont également pris le contrôle de plusieurs bâtiments officiels, l'hôpital et la prison notamment. Le groupe a prêté allégeance à l'organisation État islamique et déployé son drapeau dans les rues de Marawi. Mais cela fait des décennies que les islamistes radicaux se développent à Mindanao. Alors l'instauration de la loi martiale ne surprend pas vraiment les Philippins. C'est vraiment le chaos à Mindanao. C'est bien de déclarer la loi martiale là-bas, pour que les problèmes puissent être résolus par le président. Il faut dire que Rodrigo Duterte connaît bien la situation et que le sort de Mindanao lui tient peut-être particulièrement à cœur. Avant d'être élu président, il était le maire de Davao, l'une des grandes villes de cette île des Philippines. Taïwan va devenir le premier territoire asiatique à légaliser les unions entre personnes du même sexe. La justice a rendu une décision historique sur le mariage homosexuel. La présidente du pays a toujours ouvertement défendu le mariage pour tous, qui n'empêche pas une partie de la population de s'y opposer et de se mobiliser. Les militants du mariage gay laissent exploser leur joie. Cela fait des années qu'ils attendent ce moment. Alors la décision de la Cour constitutionnelle fait fondre certains d'entre eux en larmes. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement porté la cause du mariage gay. Nous espérons aussi que tous les groupes, tous les genres puissent être traités de la même manière et que la discrimination n'existera plus dans notre société. Pour la Cour constitutionnelle taïwanaise, le Code civil viole le principe d'égalité entre tous en affirmant qu'un mariage ne peut être contracté qu'entre personnes de sexe différent. Son interprétation ouvre donc la porte à un mariage homosexuel identique à l'union hétérosexuelle. Si le mariage homosexuel a les mêmes obligations que l'union hétérosexuelle, avec un statut marital légal et les droits et les devoirs qui y sont liés, alors cela n'affectera pas l'ordre éthique actuel basé sur le mariage hétérosexuel. Les députés conservateurs devraient multiplier les manœuvres dilatoires, mais la Cour constitutionnelle a fixé un délai maximal de 2 ans pour que le Parlement vote les modifications. Au-delà, quoi qu'il arrive, les couples homosexuels pourront conclure un mariage en se fondant sur l'arrêt de ce mercredi. La compétition se poursuit à Cannes, clôture du festival dimanche. Aujourd'hui, présentation notamment du dernier long métrage de Sofia Coppola. Thomas Borez est sur place. Des proies américaines et un célèbre sculpteur français ce mercredi sur les marches rouges du Festival de Cannes. Sofia Coppola réadapte un roman de Thomas Cullinan, Les proies, plus de 40 ans après Don Siegel. Clint Eastwood a cédé sa place à Colin Farrell. Colin Farrell incarne ce soldat yankee blessé au soldat pendant la guerre de sécession et qui va être recueilli par des plus ou moins jeunes femmes dans un pensionnat sudiste. Alors à son chevet, excusez du peu, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ou encore Elle Fanning regardent ce corps endormi, tel une bouteille
bouteilles de parfum dont elle serait les égéries. Voilà là où Sofia Coppola redessinait un film fiévreux, tendu, sur le désir et la frustration féminin. Et bien comme à son habitude, elle installe une espèce de torpeur un peu affectée qui dévitalise son film de l'intérieur. De la fièvre, il en manque aussi dans Le Rodin de Jacques Doyon avec Vincent Lindon. Vincent Lindon, prix d'interprétation masculine, ici même à Cannes, pour La Loi du marché, qui depuis fait la pluie et le beau temps du cinéma français. Barbu, il ne quitte presque jamais son atelier de sculpteur, ni sa moue sérieuse du créateur. Lindon et Rodin, à moins que ce ne soit l'inverse, tant on ne voit pas très bien ce qui a intéressé ici le cinéaste Jacques Doyon. Voilà, j'ai envie de dire au suivant. À ce jour, une seule femme a décroché la Palme d'Or, Jane Campion, en 1993, pour la leçon de piano. Comment expliquer que les femmes soient si peu nombreuses à filmer, alors que pourtant, en France notamment, elles se forment pour cela? C'est un reportage de Pierrick Laurent, d'Olivia Salazar, de Claire Williams. Qu'est-ce que tu fous, Corlin, nom de Dieu? On t'a dit de dégager, putain! Arrête, il nous regarde. Quoi? Une femme en difficulté, une mère incompétente. On est ici bien loin des clichés hollywoodiens. C'est exactement ce que souhaitait Marie Vernald, actrice et réalisatrice de ce court-métrage. Les années passant, elle a vu les rôles qu'on lui proposait bien souvent se limiter à des stéréotypes. Moi, j'ai commencé à écrire et réaliser pour jouer. J'ai vraiment eu envie de me mettre en avant, moi, comme comédienne, et de jouer de toutes sortes de choses. Et j'avais l'impression qu'on me les apporterait pas. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup des rôles de la petite amie, ou après on passe vite à la maman. C'est toujours un peu secondaire, sauf si on a la chance d'être Juliette Binoche. Alors Marie a rejoint un label de cinéastes, car en France, seulement 22% des films sont réalisés par des femmes. Un chiffre encore plus faible aux États-Unis, où les grands studios ne confient que 4% de leur production à des réalisatrices. Un constat qui a poussé cette jeune femme à créer un label en 2012. Audrey Clinet assure la promotion et la distribution de courts-métrages réalisés par des femmes. J'arrive, hein. Avec 7 d'entre elles, elle est venue à Cannes pour tenter de faire bouger les lignes. Ça fait quand même 5 ans que j'ai créé le label des réalisatrices. Ça fait 5 ans que je suis à la recherche de partenaires, de fonds, de financement. C'est très très dur. Au niveau des institutions, ça reste bloqué pour moi. Et puis, j'ai aussi beaucoup de mal à être aidée par les réalisatrices de long métrage aujourd'hui. Le Festival de Cannes veille à la place des réalisatrices au sein du jury et de la compétition. Mais quand il s'agit de trouver des financements pour des projets portés par des femmes, beaucoup se battent pendant des années avant de pouvoir un jour peut-être célébrer leur réussite. Il est 22h18 à Paris. Les enquêteurs britanniques sont de plus en plus persuadés que le terroriste a été appuyé par une cellule. Il y a eu plusieurs arrestations en Angleterre, mais aussi en Libye, pays d'origine de la famille du suspect. Son père et son frère y ont été interpellés. Donald Trump est à présent à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN demain. Le président américain était avant cela au Vatican, où il a rencontré le pape François. Il a beaucoup été question de paix. Donald Trump s'est dit inspiré par cette rencontre. Taïwan s'apprête à légaliser le mariage homosexuel. Ce serait une première en Asie. Le pays a toujours été aux avant-gardes sur ce sujet dans la région. La justice a donné 2 ans au gouvernement pour rectifier la loi. Place au journal de l'économiste avec vous, Myriam Mascarello. Bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à toutes et à tous. C'est une blessure d'orgueil pour la Chine. L'agence Moody's a dégradé la note de Pékin. Elle passe de A1 à 2 à 3. Alors on reste dans un haut niveau de confiance, dans un haut niveau de qualité, comme on dit chez les agenciers donc financiers. Mais tout de même, la Chine n'avait pas vu baisser sa note depuis 28 ans. Alors pourquoi cette décision de Moody's? Théa Bazarevich nous en dit plus. La première raison de cette dégradation est à chercher du côté du ralentissement de la croissance chinoise. Après des décennies de croissance à 2 chiffres, elle est tombée à 6,7% en 2016. D'après Moody's, ce chiffre va plonger autour de 5% dans les 5 prochaines années. En cause, le tournant d'une production entièrement tournée vers l'export, à la construction d'un modèle basé sur le marché intérieur. Cela alors que la population chinoise vieillit et que les investissements diminuent, tout comme la productivité. En réaction, le régime communiste injecte massivement de l'argent dans les infrastructures et maintient des taux d'intérêt bas. Mais cette politique a fini par créer une bulle financière. Autre grand problème pointé par Moody's, l'endettement de la Chine. Fin 2016, il a bondi à plus de 260% du PIB. Une dette en monnaie locale essentiellement détenue par des Chinois et très peu par des étrangers.
Ce qui inquiète particulièrement Moody's, ce sont les entreprises publiques vétustes et peu rentables. Elles absorbent une grande partie des crédits au détriment du secteur privé. Mais point positif, la dette contractée par la Chine à l'étranger est bien plus faible, 12% du PIB. Dans un communiqué, Pékin se défend. Moody's exagère les difficultés de l'économie chinoise sans tenir compte des efforts de réforme entrepris par les autorités. Pour l'agence de notation américaine, la Chine doit faire encore plus d'efforts et réformer davantage son secteur public. Pour le moment, la décision de Moody's n'a pas de conséquences notables sur les marchés. Le yuan est resté stable ce soir. L'impact le plus visible concerne les métaux de base, le cuivre et le nickel par exemple, dont la Chine est grande importatrice, des métaux orientés donc à la baisse dans l'attente ou la crainte plutôt que la croissance chinoise ralentisse effectivement. En France, GMS retrouve espoir. Les repreneurs potentiels ont désormais jusqu'au 30 juin pour se faire connaître. Décision annoncée cet après-midi par le tribunal de Poitiers, mais à une condition, que la production reprenne. Résultat, les salariés ont commencé à retirer les bonbonnes de gaz qui piégeaient le site et l'activité elle-même devrait repartir lundi. C'est ce qu'explique ce délégué syndical. Écoutez-le. Parce que c'est bien de bloquer, mais c'est aussi de faire voir, et nous c'est ce qu'on se bat, c'est pour notre travail. Et nous on veut faire voir qu'on sait bosser. Et c'est ce qu'on va faire, on va faire la démonstration. Par contre, il faut qu'ils tiennent leurs promesses. Ils sont engagés sur 25 millions de chiffre d'affaires. Il faut que dès lundi, ça commence à rentrer. Il faut que le chiffre d'affaires tombe. Et nous, il faut qu'on tape. Nous on bosse. Voilà. Côté repreneur aussi, il y a du nouveau. Jean-Jacques Frey, un Suisse qui a fait fortune dans l'immobilier, est sorti du bois. Aujourd'hui, il s'engagerait à reprendre donc ce site. Il est en tout cas candidat à le faire et il reprendrait 240 des 279 salariés. Les pays producteurs de pétrole vont-ils réussir à s'entendre demain à Vienne? Ils doivent décider s'ils prolongent de 9 mois leur plafond de production. Ils limitent donc la quantité produite. Une décision qui serait encore plus efficace si des pays producteurs, mais non membres de l'organisation de l'OPEP, s'y associaient. Ce soir, en tout cas, c'est l'espoir qui domine. Écoutez. Il y a plusieurs possibilités. La proposition de base que nous étudions est une prolongation de 9 mois. Aujourd'hui, réunion du comité ministériel et demain une rencontre OPEP, non OPEP, et c'est là qu'une décision sera prise. Nous pensons que tout va bien se passer. L'objectif de ce plafond de production, c'est bien sûr de faire remonter les cours de l'or noir mis à mal par l'arrivée sur le marché, entre autres, du pétrole de schiste américain. Ce soir, en tout cas, les marchés sont dubitatifs ou en tout cas prudents. Le brut a terminé sur une baisse de 11 cents et termine donc à New York à 51,36 $ le baril. Pas trop d'inquiétude tout de même, puisque les marchés en actions finissent, eux, dans le vert aux États-Unis. Les minutes de la Fed ont également rassuré, en partie. Le détail des débats au sein de la Banque centrale montre que la remontée des taux va se poursuivre, mais sans précipitation. Le doute persiste manifestement parmi les membres du comité de politique monétaire sur l'efficacité de la relance prônée par Donald Trump. Vous voyez les indices, plus 0,36% pour le Dow Jones, plus 0,40% pour le Nasdaq et plus 0,25% pour le S&P 500. Les marchés européens ont fermé avant de connaître ces détails donc de la Fed. Et c'est la prudence qui a prévalu. Paris, moins 0,13%, moins 0,13% aussi à Francfort, plus 0,40% à Londres. En bref, à présent, la cotation de Safran et Zodiac a été suspendue. Aujourd'hui, Safran redimensionne son OPA amical sur Zodiac et revoit son prix à la baisse de 15%, 29,45 € dans un premier temps proposé par action et désormais 25 €, soit une économie de 1 milliard au total. Zodiac a beaucoup de mal à tenir ses délais de livraison, la cible donc de cette OPA. Il a publié plusieurs avertissements sur résultats. Le mariage des deux entités donnerait naissance au 3e équipementier aéronautique mondial. 350 millions de dollars pour solde de tout compte. BNP Paribas est d'accord pour payer cette amende contre l'arrêt des poursuites. La banque était au cœur d'une enquête aux États-Unis pour manipulation de devises. Les faits remontent aux années 2007-2011. Des traders basés à Londres et à New York ont partagé via des forums internet des informations avec d'autres banques afin d'influencer les taux de change de certaines devises. Une pratique illégale
désormais mieux surveillés, assure BNP Paribas. Enfin, la nouvelle va faire plaisir aux Norvégiens, ils seraient trop bien payés. C'est le FMI qui le dit. Le Fonds monétaire international salue pourtant la résilience du pays le plus gros producteur européen de brut face à la baisse du pétrole. Seulement voilà, pour rester compétitif, explique le FMI, les Norvégiens devraient gagner moins. Leur gouvernement est donc encouragé à cultiver la modération salariale. Voilà pour l'écho. Merci beaucoup Myriam. Vous restez avec nous dans Paris Direct, je vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. Lorsque vous grandissez, créez et apprenez, nos solutions améliorent votre qualité de vie au quotidien. BASF, we create chemistry. Trouvez l'hôtel qu'il vous faut sur kayak.fr. Nouveau Rexona, technologie Motion Sense. Plus vous bougez, plus vous êtes protégé. Fraîcheur longue durée, 48 heures. Rexona ne vous laissera pas tomber. Citroën C4 Cactus avec reprise Argus plus 3 500 €. Elle plaît à ceux qui n'aiment pas plaire à tout le monde. Citroën. Français 4, maths 5. Bon, si Marion n'a pas de lunettes, elle pourra pas suivre au 2e trimestre. Bon ben, ça n'a jamais tué personne de redoubler. Chez Général d'Optique, pour 1 € de plus, une 2e paire dans tout le magasin et jusqu'à 200 € de chèque cadeau pour qui vous voulez. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Lunettes correctrices, dispositif médical.